Bonsoir à toutes et à tous dans ce nouveau numéro des mercredis de l'espoir, donc du 4 novembre 2020. Alors, nous allons voir aujourd'hui le thème du jour qui traite de l'impossible convergence au tronc commun possible. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hein? Bon. Je pense que vous en doutez un petit peu. Le sujet va être effectivement de voir toutes les initiatives qui se font jour un peu à droite à gauche et qui ont difficilement la capacité de converger. Il y a beaucoup d'efforts dans cette direction, mais on voit bien que c'est quand même très difficile, et à mon sens c'est impossible, hein. Un moment que je pense, mais je pense que ça se mesure. On verra. On va essayer d'expliquer pourquoi. Hein, j'en avais déjà parlé un peu dans une émission précédente. Et essayer de trouver une solution, un tronc commun possible. On verra ce que ça peut être, quel contour ça peut être. Bon. Voilà. Donc, avant cela, nous allons voir un petit peu... comme à l'accoutumée, je dirais, un appel, une publicité, hein, pour justement Émergence, le manifeste fondateur qu'il convient de lire, évidemment, de commander, de diffuser largement autour de vous, parce que c'est ce qui permettra de sortir de la situation actuelle et vraiment qui explique toute la démarche, une perspective de la 6ème République, qui explique en quoi elle est crédible et en quoi c'est la seule qui peut déboucher sur une vraie alternative, un vrai changement du système. Donc, vous pouvez la commander ce manifeste, parce que l'idée c'est vraiment de le diffuser largement en version papier. C'est la version papier qui est vraiment visée pour sortir des réseaux sociaux, justement, hein, au travers des boîtes à livres, au travers des échanges dans votre cercle, et dans tous les endroits d'échange de livres, d'échanger et de discuter autour de ce manifeste. Inclus dans la version papier, et seulement dans la version papier, il y a justement les clés pour télécharger et installer le logiciel Crypt qui permet, qui offre un coffre-fort électronique et un moyen d'échange totalement sécurisé. Donc ça, c'est, je dirais, le bonus important de cette version papier. Pour la version électronique, eh bien, il est tout à fait possible d'aller sur le site 1p6r.org et sur le site, donc là, vous voyez, on est sur le site un peu réduit. Il suffit de descendre un petit peu et vous arrivez sur, voilà, sur la partie consulter la version électronique d'Émergence, hein, donc vous pouvez le lire d'ores et déjà et vous faire une idée de savoir si ça vous intéresse, si vous comprenez, si vous en voyez l'intérêt, et pour justement éviter la barbarie, ouvrir vraiment une perspective et changer le système, parce que c'est vraiment ça l'objectif d'une perspective de la 6ème République. Donc là, vous pouvez consulter la version électronique donc sur le site directement, qui est en version PDF. Voilà, avec tous les détails justement sur les modalités de diffusion, sur la commande possible de livres justement en masse, enfin en nombre, je dirais plutôt qu'en masse, en nombre, et pour une diffusion autour de vous, pour rendre possible cet avenir qui sinon nous amène à la barbarie. Et donc vous voyez, il y a notamment, si vous voulez en commander, il y a un tarif qui correspond juste au tarif de production du manifeste, qui est un manifeste qui tient sur 30 pages, hein, je rappelle, c'est vraiment quelque chose de tout à fait abordable et lisible, hein, voilà, hein, le manifeste Émergence, voilà, c'est très court. Donc ça, c'est le manifeste, c'est le premier manifeste, la première pierre, je dirais, de ce manifeste, qui couvre les 4, en gros,
couvre les 4 dimensions, hein, politique, idéologique, sentimentale et spirituelle. Il y a un peu un chapeau, hein, qui donne un peu la structure générale, et c'est plus orienté, malgré tout, politique, et je dirais politique et trajectoire à court terme. Hein. Donc on a des réponses à court terme sur comment faire, et ce qu'il faut faire, et le terrain constitutionnel, donc la 6ème République. Il sera suivi par 4 autres volets de ce même manifeste, chacun consacré à une des dimensions. Et le prochain manifeste sera certainement orienté justement sur la dimension idéologique pour s'adresser en premier lieu donc à tout ce qu'on appelle les intellectuels, hein, donc les philosophes, les artistes de tout genre, les romanciers, certains journalistes, je dirais les journalistes hors système, je dirais, il y en a quand même quelques-uns, voilà, et puis également donc ça c'est parce que les enseignants aussi, enfin tous les gens qui sont un peu du monde académique, parce que ce sont des gens qui sont importants à convaincre, et l'offre un P6R s'adresse aussi à cette population. Donc, sur le site, vous pouvez retrouver donc la version papier, pour vous en faire déjà, la version électronique, pardon, pour vous en faire déjà une idée. Donc voilà, hein, vous pouvez cliquer dessus, et voilà, vous avez la version papier, et donc vous pouvez le lire tranquillement. Vous voyez à quoi ressemblent les pages, hein, c'est écrit en langage très simple, pour que ça soit justement accessible et compréhensible par le plus grand nombre, et donc c'est facile à lire, hein. 30 pages, c'est facile à lire, n'importe qui peut lire ce manifeste. Voilà, donc je vous encourage vraiment à travailler dessus, à regarder dessus et à le commander. Voilà. Voilà donc pour cette première chose, hein, c'est une rubrique que je dirais un peu récurrente, cette émergence, puisque c'est vraiment une pierre angulaire de la diffusion, de la propagation de ce que propose une perspective, la 6ème République. Alors, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, au thème de ce soir, en commençant par la première partie, de l'impossible convergence. Et nous allons voir dans un deuxième temps comment un tronc commun possible peut émerger, comme par hasard. Alors, de l'impossible convergence. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de converger? On voit cette image, hein, l'image que j'ai choisie, là, c'est le delta du Nil, où en fait, y a tout un tas de bras, en fait, qui partent dans toutes les directions et qui ne convergent jamais. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que chacun a ses idées, a ses opinions, et même si on a des revendications communes, nous sommes différents parce qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes opinions politiques, les mêmes opinions philosophiques, les mêmes croyances, les mêmes histoires également. On n'évolue pas, on n'a pas la même trajectoire, suivant qu'on est fils de commerçants, d'ouvriers, de paysans ou de grandes fortunes. Hein. Bon, grande fortune, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui nous regardent ce soir. Mais bon, voilà, chacun est différent et a un environnement et une histoire différente. Suivant qu'on vit à la campagne ou à la ville, par exemple, dans une très grande ville comme Paris ou dans une ville de province, ça change. Ses intérêts propres également. Les intérêts sont divergents entre un ouvrier qui travaille à la chaîne, un ingénieur qui travaille dans un bureau d'études, un commerçant qui travaille dans sa boutique, un artisan qui a des clients particuliers ou entreprises, etc., etc. Chacun a des intérêts différents, chacun a des intérêts propres qui font que on est tous différents et on ne va pas défendre la même chose parce que nos intérêts, parfois ils sont convergents, mais des fois ils sont opposés. Donc voilà. Et finalement, la dernière chose, c'est que chaque personne, chaque élément des groupes, je dirais,
a sa personnalité, son ego, hein, et puis voilà, quoi, ça constitue aussi la personnalité, fait avec tous ces autres éléments qu'il est très difficile de faire converger les humains vers une même direction. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec toutes ces trajectoires, je dirais, un peu diverses. Voilà, comme les cours d'eau dans un delta, bah ça l'illustre parfaitement, en fait. Chacun suit un peu son chemin. Hein, c'est la chanson de je ne sais plus qui disait chacun sa route, chacun son chemin. Bah voilà, c'est fondamentalement pour ça. Si on était tous pareils, bah, ce serait facile de converger. Mais ce n'est pas le cas. À partir de là, comment est-ce qu'on peut rassembler? Sur quoi? Parce qu'en fait, voilà, c'est sur quoi on pourrait rassembler ces gens qui sont très divers, très différents. La première idée, évidemment, c'est de dire, bah, on va faire un programme. Et ce programme, bah, on va coucher sur le papier ce programme, puis on va se rassembler autour d'un programme. Je vous fais remarquer que c'est ce que font les partis politiques. Chaque parti politique a un programme, a une liste de mesures qu'il veut faire, et qui va proposer, et puis des gens qui sont d'accord avec, en gros, avec la majorité de ce programme, bah, ils vont s'agréger autour de ce parti. Donc ça sera en définitive créer un programme supplémentaire par rapport à une offre qui est déjà existante et implantée. Première remarque quand même. Hein. Justement, j'en parle de ça dans Émergence. Mais du coup, si vous faites ça, comment vous allez rassembler? Vous pouvez rassembler, mais vous allez du coup prendre des options, des orientations politiques. À partir de là, ça va forcément être source de divergence. Vous voyez? Parce que c'est précisément pourquoi les gens de LREM, ils ne sont pas avec les gens de LFI, qui ne sont pas avec les gens du Rassemblement national et qui ne sont pas avec les écologistes, etc., etc. Dès que vous mettez en place un programme avec un certain nombre d'orientations politiques, d'options, de choix politiques, de mesures à mettre en œuvre, forcément, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Il y en a qui vont être d'accord, mais il y en a d'autres qui ne vont pas être d'accord. Voire, ça va créer des clivages forts. Prenons le cas de l'immigration, par exemple. Donc, dès que vous mettez en place un programme, déjà, vous partitionnez, vous mettez, certes, une capacité de rassemblement, mais qui est forcément limitée à ceux qui sont d'accord avec ces orientations et ce programme. Vous rentrez en collision avec des offres qui sont déjà existantes. Donc voilà la situation de rassembler autour d'un programme. On va prendre un exemple. Prenons par exemple, on va se dire, bon, prenons par exemple la suppression des charges sociales, que certains proposent, je ne citerai pas de nom, mais il y a des vidéos célèbres en ce moment de quelqu'un en noir sur fond noir, il manque plus qu'ils se mettent du cirage noir et on ne voit plus rien, qui propose notamment suppression des impôts, suppression des charges sociales, enfin il supprime tout ce gars, il est superbe. Prenons un exemple, suppression des charges sociales, on va dire, bah, on pourrait mettre ça dans un programme. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça veut dire de supprimer les charges sociales? Ça veut dire donc, parce que les charges sociales, c'est ce qui finance la sécurité sociale, donc ça veut dire il n'y a plus d'assurance chômage, et les ACEDIC, il n'y a plus d'assurance chômage. Parce que si vous ne mettez plus d'argent en entrée, bah, il n'y a plus d'argent en sortie. Hein. Donc on supprime l'assurance chômage, on supprime l'assurance maladie, on supprime les retraites. Les retraités, à mon avis, vont pas trop être d'accord. Hein. Et les gens qui sont malades, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis malade aussi. Hein. J'ai une affection de longue durée. Ben voilà. Donc, j'ai cotisé et du coup, je ne touche plus. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est juste une mesure complètement démagogique et qui n'a aucun sens. Donc, ça va quand même être difficile de rassembler là-dessus. Après, on peut se dire, essayons à ce moment-là de faire un programme consensuel. Là, on voit que faire un programme, c'est complet, ça va être difficile. Essayons de faire un programme consensuel. Pourquoi pas? Essayons. Regardons ce que ça pourrait donner. Prenons par exemple un sujet qui a l'air de faire l'unanimité, le salaire des élus. Oui, les élus ils gagnent trop, etc. Alors j'ai fait un petit peu le calcul pour voir ce que ça représentait. Les députés, ils sont payés 7 209,74 € en termes de salaire, de traitement, brut par mois.
ce qui représente environ, on va arrondir, parce qu'il y a aussi des frais, etc., etc. Arrondissons à 10 000 euros par mois, qui coûterait un député. Combien y a-t-il de députés? Des députés à l'Assemblée nationale, il y en a 577, auxquels on peut ajouter les 348 sénateurs, ce qui nous donne 825. Les sénateurs gagnent à peu près la même chose, la différence est pas très importante. Arrondissons de nouveau à 1000. On va dire, bon, après il y a des assistants, machin, etc. Allez, arrondissons à 1000. On va faire un calcul en ordre de grandeur. Hein. Qu'est-ce que ça ferait? Le coût annuel que ça représente, c'est 10 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros en brut. Donc 10 millions d'euros, ça veut dire que par rapport au déficit qui est de 93 milliards d'euros, d'accord, ça représente, mais là je vais m'apercevoir que ça représente, là je vois que je me suis trompé, c'est même pas un millième, c'est un 10 millième. Dans le slide que je viens de faire, il y a une erreur, c'est un 10 millième. Donc c'est absolument pas ça qui va changer quoi que ce soit. On est à un 10 millième, on est dans l'épaisseur du cheveu si vous voulez. C'est vraiment pas ça qui va changer quoi que ce soit au déficit de l'État ou au budget de l'État. Donc c'est juste une mesure, certes consensuelle peut-être, mais on verra que c'est pas si sûr d'ailleurs. Mais attention, c'est complètement démagogique, parce qu'en disant que vous allez résoudre les problèmes de la France en faisant ça, alors vous n'allez rien du tout, parce que vous touchez sur un 10 millième du budget, du déficit de la France, du déficit de l'État. Hein, je ne parle même pas du budget. Le budget, c'est plus gros que le déficit, évidemment. Juste sur le déficit. Bon, c'est le déficit 2019. Donc c'est juste ridicule de dire ça, c'est de la démagogie. Les gens qui vous disent ça, en fait, ils vous mentent. Ils vous mentent, ça ne va rien changer. Ça ne changera absolument rien. Et pire, parce qu'on va voir que est-ce que c'est si consensuel que ça? Non, je ne suis pas certain. Parce que, est-ce que c'est vraiment, je pose la question, est-ce que c'est vraiment l'intérêt du peuple, des citoyens, que ces élus soient par trop mal payés? On pourrait avoir un raisonnement complètement inverse, en se disant, s'ils sont trop mal payés, ils vont pouvoir être corrompus beaucoup plus facilement, puisqu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils vont pouvoir, ça va les tenter. C'est ce qu'on constate d'ailleurs dans plein de pays hein, où les fonctionnaires sont mal payés. Du coup, ils se servent un peu sur la bête hein, par la corruption. Je ne vais pas citer de pays, mais des pays où vous faites arrêter par la police et puis on vous donne un petit bac chiche et puis voilà. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont mal payés. S'ils étaient bien payés, ils ne feraient pas ça. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on a vraiment intérêt à ce que nos représentants, les représentants du peuple, soient mal payés? Est-ce que, au contraire, on pourrait se poser encore une autre question? Je pose juste la question. Vous cherchez de trouver la réponse vous-même. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce qu'au contraire, ils soient extrêmement bien payés? Pour justement, pas qu'ils soient tentés d'être corrompus, et qu'ils soient au service du peuple, et que ça soit le peuple qui les tiennent par les bourses, j'ai envie de dire, quelque part, en disant, attendez, si vous êtes corrompu, etc., là, du coup, on va vous sucrer votre indemnité de parlementaire, vous allez y perdre énormément. Donc, peut-être la peine d'y réfléchir. Vous voyez, même une mesure qu'on croirait consensuelle, elle est à la fois complètement inefficace, et d'autre part, elle est tout à fait questionnable. Elle n'est pas si consensuelle que ça, en définitive. Donc, rassembler sur quoi? Pas être facile, hein. On a vu qu'un programme, c'était pas facile. Et même un programme consensuel, ça va pas facile. Ça va pas être facile à trouver les mesures que vous allez mettre dedans. Donc, rassembler sur quoi? Sur ça, c'est mal barré. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle autre piste on pourrait essayer d'envisager? On pourrait essayer de trouver un plus grand dénominateur commun à tout un tas de groupes, à tout un tas de gens, pour essayer de changer le système. Le risque, si on cherche un trop grand dénominateur commun, c'est qu'on risque d'arriver sur des éléments extrêmement communs, justement.
on risque de faire un recueil de banalités. Et si on a un recueil de banalités, bah, même le système en place, il pourrait le faire sien. Puisque c'est tellement consensuel que bah, là, ça peut ne pas gêner du tout la Macronie. L'exemple avec ce qu'ils ont fait, là, la Convention citoyenne sur le climat, etc. Ils ont mis des gens, ils ont fait du tirage au sort, ils les ont bien manipulés, etc. Ils ont fait sortir plus ou moins ce qu'ils voulaient, puis de toute façon, il est sorti des mesures qui de toute façon, ne les gênent pas. C'est pas comme ça que vous allez changer le système. Donc là, encore une piste un petit peu pas facile. Continuons. Ou bien, on pourrait aussi, sur ce grand dénominateur commun, c'est justement avoir quelque chose de très limité, mais du coup qui permettrait pas grand-chose quoi derrière. Je pense notamment à cette notion de nombre qui a été mise en avant par différents groupes. C'est tout à fait louable d'essayer de faire quelque chose, hein. Je ne critique pas l'initiative en tant que telle. Ce que je dis, c'est que, du coup, qu'est-ce que ça... Admettons que ça marche, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Vous avez rassemblé sur un mot d'ordre extrêmement étroit, mais du coup, ça débouche sur quoi? Quelle est l'étape suivante? Sur quoi ce nombre? Qu'est-ce qui va garantir que ce nombre, fût-il grand, ne va pas se disloquer dès qu'on va prendre une orientation X ou Y? Donc vous voyez, ça peut être un levier, ça peut être un outil, etc. Par exemple, je pense notamment aux 500 signatures, à des choses comme ça. Mais voilà, il faut trouver quelque chose. En tant que tel, ça peut être utile, mais c'est qu'une pierre sur le chemin. Donc, pour rassembler, oui, mais avec une limite atteinte assez proche. Après, il y a aussi un autre risque, c'est se mettre dans des gens qui vont dire bah, on va rassembler les gens, etc. Et c'est se mettre dans un entonnoir organisé par une organisation déjà en place. Je pense tout de suite à la récupération du mouvement des Gilets jaunes par la France Insoumise, par exemple. Ou est-ce qu'en définitive, les Gilets jaunes, au fil du temps, sont devenus complètement, par rapport à ceux du 17 novembre, c'est devenu, alors pas partout, hein, mais dans plein d'endroits, c'est quand même devenu juste une succursale et un moyen de rabattre en définitive des gens vers cette organisation politique. Et moi je dirais, il y a un certain nombre de groupes Facebook qui se prétendent rassembleurs, etc. Moi je suis certain que, et pour lequel vous mettez des publications et des publications qui sont systématiquement censurées si vous venez d'organisations comme une perspective de la 6ème République, je suis certain que derrière, il y a des gens, il y a des organisations en place qui ont mis ça en place, qui contrôlent derrière et qui, le moment venu, ramèneront les gens vers ce vers quoi ils veulent les amener. Mais typiquement, bon, alors ça peut être, là je pense à la France Insoumise parce que c'est le plus, ils sont ils ont une grosse expérience là-dedans justement. On l'a vu dans les Gilets jaunes. Mais bon, peut-être il y en a d'autres aussi. Hein. Donc attention à des groupes comme ça qui sont en fait juste des entonnoirs, des rabatteurs, hein, comme à la chasse. Donc si vous voulez pas être le gibier, faites attention à ce genre d'entonnoir, de ne pas vous retrouver pris dans le vortex. Donc ça peut être ça aussi. Donc attention au plus grand dénominateur commun. Ou alors, on peut aussi se dire, du coup on reste dans la seule contestation sur quelques mots d'ordre, mais du coup on n'a pas de débouché. On reste dans la contestation. Alors c'est bien gentil la contestation, mais c'est pas ça qui vous permet de changer le système. Parce que le système, il reste en place. Vous dites, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus, un peu moins de taxes sur l'essence? Est-ce que vous pouvez me donner ci? Est-ce que vous pouvez me donner ça? Vous êtes comme un petit enfant qui demande un bonbon à ses parents, quoi. Le système, il reste en place. Vous ne changez pas le système de cette façon-là. Je ne dis pas que c'est inutile, la contestation. Je dis que, pareil, que le nombre, quelque part, ça a ses limites. Et que c'est pas comme ça qu'on peut changer le système à terme. À un moment donné, il faut proposer quelque chose. Et pour proposer quelque chose,
il faut avoir une colonne vertébrale idéologique. Dans tous ces mouvements, et c'est ce qu'on constate souvent, pourquoi il y a des scissions, des engueulades, etc., c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique, de choses sur lesquelles les gens sont d'accord et se rassemblent au-delà des personnalités, justement, eh bien ce sont les égos qui prennent le dessus, ce sont les personnalités, ceux qui ont la plus grande gueule, on va dire, hein, qui vont soit faire une scission, voire prendre le dessus sur les autres, etc., etc. Donc, s'il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique, eh bien, vous ne résolvez absolument rien, et vous avez chacun qui refait son petit chemin, et vous ne rassemblez pas. Parce que le quoi sur lequel on peut rassembler, justement, c'est une colonne vertébrale idéologique. Alors, en fait, pour prendre un exemple, pour donner un autre éclairage, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome des agriculteurs. Le syndrome des agriculteurs, c'est des gens la population paysanne, c'est des gens qui ont une forte indépendance. Hein. Ces gens qui vivent à la campagne, qui vivent au grand air, qui sont autonomes, qui sont indépendants, hein, dans leur activité professionnelle, qui ont l'habitude de se débrouiller tout seuls. Donc, c'est des gens qui ont une forte indépendance. C'est leur culture. Hein, En même temps, il y a un certain isolement également, parce que quand on travaille dans les champs, eh bien, surtout maintenant avec la mécanisation, hein, c'était moins vrai avant. Maintenant, c'est vraiment très très vrai, parce que l'isolement, quand chacun est dans son tracteur, dans son champ, bah, il est tout seul toute la journée. Hein, et ça, c'est vraiment, c'est même psychologiquement, c'est un vrai gros problème. Hein. Et ils sont également, j'ai été un petit peu vite, ils sont également dans un dilemme, qui est le dilemme de la coopération et de la compétition. C'est-à-dire qu'entre agriculteurs, il y a une culture d'entraide entre agriculteurs, s'ils ont pour faire des récoltes ou aider à faire certains travaux, eh bien, on s'entraide. Il y a une culture d'entraide entre agriculteurs qui est historique, je dirais. Hein. Mais en même temps, il y a aussi une compétition, parce qu'on se dit, bon, lui, bah oui, mais alors, est-ce que je vais pouvoir y prendre sa terre, s'il s'en va, s'il meurt, comment ça va devenir, etc. Voilà. Ou si son exploitation va plus ou moins bien, etc. Ah, est-ce que je vais pas pouvoir préempter sa terre, etc. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans ce dilemme, coopération entre eux, ou compétition entre eux. Voilà, c'est un dilemme permanent. Et donc, du coup, ça fait qu'ils sont dans l'incapacité de s'unir. Face à leurs fournisseurs, où ils sont dépendants des grainiers, etc., etc. Alors, il y a les coopératives, hein, c'est des tentatives, justement, d'essayer de s'unir, mais surtout face aux distributeurs. C'est beaucoup plus gênant vis-à-vis des distributeurs, puisque là, ils sont complètement, je dirais, dépendants des grandes surfaces et de la grande distribution, hein, pour parler très clairement. Puisqu'ils n'ont jamais réussi, quelque part, à basculer, à faire leur propre distribution, parce qu'au fond, ça serait ça la solution. Ça serait à s'unir suffisamment pour que, eh bien, de dire, on arrête de vendre dans les grandes surfaces, et c'est nous qui vendons les produits, les fruits et les légumes, par exemple. Oui. Et bien ça n'est pas arrivé, ça n'arrive pas. Donc voilà, c'est difficile de rassembler, et je dirais, le syndrome que l'on a, alors il est différent évidemment, hein, pour changer le système, pour unir le peuple face à ce système, on est un peu dans une situation, je dirais, similaire. Du coup, est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va arriver? Est-ce que, du coup, si la convergence, elle est impossible, c'est foutu. Si c'est bouché de tous les côtés, c'est pas la peine d'insister, hein, laissons tomber. C'est foutu, quoi. On pourra rester dans un mouvement peut-être protestataire et tout ça, mais on gagnera jamais, ça n'avancera jamais. Alors, je vais vous présenter une courbe que certains connaissent peut-être, sans doute même, hein, qui est la courbe décrivant l'évolution de l'intérêt. Il y a différentes déclinaisons de cette courbe dans
les sociétés de conseil, etc. Bon, je ne m'étends pas. Qu'est-ce que ça montre cette courbe? Ça montre en fonction du temps, donc là en fonction du temps, l'évolution des attentes sur quelque chose. Hein. Donc par exemple ici sur une offre politique pour changer le système. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que ça évolue? Ça c'est le modèle, c'est la courbe d'évolution habituelle, usuelle, que l'on rencontre notamment sur les produits. Hein. Ça vient du monde des produits et de la distribution de produits et de l'innovation notamment. Des produits innovants. Voilà comment ça se comporte. D'abord, il y a une phase de démarrage, donc là où en fait c'est le début, ça démarre doucement, les attentes sont faibles puisque ça n'existe pas encore. Hein. Ça, je dirais, c'est une situation que l'on a connue il y a quelque temps déjà, hein. Il y a un an, je dirais, on était à peu près dans cette situation-là. Et puis après, décidément, on a les attentes, en très peu de temps, elles augmentent énormément, donc là, on a foisonnement de groupes, foisonnement de gens qui vont dans les groupes, ça va marcher, on va créer, on va avoir 577 groupes pour avoir tous les députés, on va réussir à avoir un nombre d'1 million de personnes, etc., etc. Là, c'est ce qu'on appelle le pic de la démesure, où est-ce que, en définitive, on a des attentes qui sont complètement au-delà du possible. Hein, et du réel, quoi. Donc là, c'est l'enthousiasme, c'est l'engouement, c'est le boom. Et après, la réalité nous rattrape. La réalité, notamment, dont je parlais, de tous ces problèmes que l'on a dans le cas présent sur la convergence. Et là, le risque, je dirais, c'est ce vers quoi là, on est là. Moi, je dirais actuellement, on est dans cette zone, là, hein, je dirais en gros, hein, on est dans la zone du gouffre, on plonge, on est dans le gouffre de la désillusion, où est-ce qu'on se dit, bah non, finalement ça marche pas, on n'arrive pas à faire ça, ou ce qu'on fait c'est limité, etc. Donc, alors ça dépend, hein, tous ne sont pas là, hein, il y en a qui sont encore dans cette phase-là, hein, ça dépend des groupes un petit peu, mais ils vont suivre cette trajectoire-là, il y en a même, ils sont déjà passés, ils ont percuté le fond puisqu'ils sont morts, voilà, hein, ils ont rejoint d'autres groupes, enfin, ils se sont dissous, peu importe. Voilà, on est sur, globalement, je dirais les groupes, les initiatives sont dans cette perspective, dans cette zone. Hein. Et alors après, il y a un éclaircissement, c'est-à-dire qu'il y a une décantation qui s'opère, il y a, je dirais, le bon grain de livret, les bonnes idées, des mauvaises idées, les bonnes orientations, des moins bonnes orientations qui se trient, qui se dégagent, qui meurent, peut-être qui naissent aussi, et du coup, il y a un éclaircissement et les attentes peuvent commencer à remonter. Et donc là, je dirais, il faut réussir à aller vers cette trajectoire avec une remontée possible, mais cette fois-ci raisonnable et raisonnée des attentes. Avant d'aller, je dirais, à ce qu'on appelle la maturité, hein, la pleine puissance, je dirais, des choses, où les attentes, en fonction du temps, se stabilisent, puisqu'on est dans le réel, dans le réalisable, dans le possible. Voilà. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est sur cette courbe-là, et que sur cette courbe-là, on est dans cette zone-là, et donc, il faut juste se dire, là, il y a le gouffre de la désillusion, donc ça dépend où vous allez être, etc. Il y aura un éclaircissement, il faut qu'il y en ait un, sinon tout le monde tombe dans le gouffre, hein, ça c'est possible aussi, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas d'avenir et que c'était pas possible. Il y aura un éclaircissement, et c'est ce sur quoi il faut travailler, donc c'est tout à fait normal, et non, donc, en cours, je dirais, non, ce n'est pas foutu. Non, ce n'est pas foutu. Mais comment faut-il faire ? Ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment se constituent les groupes sociaux. Historiquement, comment ça se passe? Et là, nous passons donc, justement, à la deuxième partie, au tronc commun possible.
pour construire ce tronc, il faut se poser cette question, justement. Comment se constituent les groupes sociaux? Si on ne se pose pas cette question, on ne risque pas de trouver la réponse, et on ne risque pas de remonter la pente, là. Et on va rester au fond du trou, et on va rester au fond du trou, et puis ça sera fini. Non, il faut se poser cette question et se dire, bah, les groupes sociaux se forment de cette façon-là, ben c'est comme ça qu'il faut faire. Tout simplement. On ne va pas réinventer la poudre, on n'est pas les premiers à être sur cette terre, et donc bah, il faut faire comme ce qui se passe habituellement. Et si on ne fait pas comme ça, bah, ça ne marchera pas, puis c'est tout. Donc, une chose certaine, c'est que les mouvements sociaux démarrent de la base. C'est toujours une explosion qui vient de la base, une étincelle qui vient de la base, une goutte qui fait déborder le vase. L'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et typiquement, bah, les gilets jaunes, c'en est une illustration très récente, je dirais, mais un peu plus dans le passé, je ne sais pas si les plus anciens s'en rappellent, mais on a eu exactement la même chose avec le mouvement des coordinations, qui a été en 2 temps, hein, il y a eu plusieurs temps, mais qui étaient des mouvements de grève spontanés, justement, et pour faire évoluer, et pour faire des revendications, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est des mouvements. C'est pas du tout les centrales syndicales, politiques ou n'importe quoi. Non, c'est la base qui dit maintenant, c'est le jour, c'est l'heure, on arrête. Et on démarre un mouvement social. En revanche, ça c'est pour les mouvements sociaux. Mais ces mouvements sociaux ne durent pas. C'est un peu ce qu'on appelle les jacqueries, ce genre de choses. Hein. Ça explose, mais c'est un peu un feu de paille, ça retombe comme c'était sorti. Puis on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, on ne sait pas quand. Ce qu'on sait, c'est que ça va sortir, mais ça va redescendre aussi. Donc comment faut-il faire? Bien, les organisations sociales, elles, par contre, historiquement, ça c'est ce qui se passe, se construisent par la tête, par une idéologie, justement. Enfin, notamment. Il y a toujours forcément un fond idéologique. Hein. Mais par la tête, ça veut dire par une idéologie, et aussi par des gens, évidemment, qui incarnent cette idéologie, qui incarnent ce chemin. Et donc, tous les partis politiques se sont constitués comme ça. Le parti communiste, comment est-ce qu'il s'est fondé? Il s'est fondé sur le marxisme, hein, voilà, sur une idéologie, et sur Lénine, sur le léninisme, par exemple, pour prendre des mouvements historiques. Un exemple. Mais vous prenez la France insoumise, bah, c'est la même chose, c'est Mélenchon avec son positionnement politique qui a fait qu'il a créé, et avec un grand succès, c'est remarquable ce qu'il a fait en partant quasiment de zéro quand même. Le Front National, c'est la même chose, c'est Jean-Marie Le Pen, sur un positionnement idéologique bien précis, qui a créé le Front National, et qui l'a emmené jusqu'à ce que, bon, après, on connaît l'histoire, hein, il s'est fait évincer, etc., etc. Bon, ça a complètement changé le truc, mais le démarrage, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. La République en marche, bah, c'est Macron. Ça s'est construit par la tête, par Macron, en disant bah non, il faut faire une politique néolibérale, l'orientation politique, il faut réconcilier des gens qui pensent la même chose à droite, au centre droit et au centre gauche, et rassemblons le centre droit et le centre gauche, et on va faire une politique comme ça, néolibérale, puisqu'ils sont tous d'accord au fond sur l'idéologie néolibérale. Les groupes sociaux se construisent par la tête. C'est ce qui se passe dans la réalité, c'est tout. Donc il ne faut pas chercher autre chose. Les autres choses, etc., ça peut apporter une pierre à l'édifice, mais ce qui se construira, si ça peut se construire, si ça doit se construire, ça se construira par la tête. Donc ça veut dire qu'il faut de la théorie, il faut de l'idéologie, il faut donner du contenu. Si vous ne faites pas ça, il n'y a rien qui se constituera, et c'est mort. Là, pour le coup, c'est foutu. Donc il faut de la théorie, il faut de l'idéologie, il faut donner du contenu. Sinon, vous ne construirez rien, vous ne construirez pas une organisation. Quelque chose d'organisé qui permette de changer le système, de faire quelque chose, d'agir, de devenir un acteur en politique, c'est-à-dire dans la vie de la cité. La Constitution. La Constitution, c'est le seul thème qui soit à la fois suffisamment vaste, mais qui soit suffisamment
général, justement, sur lequel il est possible de converger au-delà, justement, des clivages qu'on a à droite ou à gauche. Pourquoi? Parce que la Constitution, ce sont les règles du jeu. Ce n'est pas le jeu par lui-même. Là, les joueurs peuvent interagir. Non, mais sur les règles du jeu, on peut se mettre d'accord. Et la Constitution, c'est ça. Très largement, tous les joueurs se mettent d'accord sur la règle du jeu. Donc ça veut dire que là, on a un sujet, c'est le seul. Enfin, c'est un des seuls. Hein, mais en l'occurrence, pour acter en politique actuellement, c'est le seul qui soit pertinent pour acter en politique et pour rassembler largement les gens qui veulent changer ce système. À partir de là, j'ai rien découvert. J'ai rien découvert. Hein. Moi, j'invente rien. Dans tout ce que je raconte, il y a très peu de choses. Moi, j'agrège des choses. Un P6R, c'est un catalyseur. C'est juste, ça reprend les idées de philosophes, etc. Et là, cette idée, elle n'est pas du tout nouvelle. Étienne Chouard, par exemple, c'est une idée qu'il défend. Le mouvement constituant populaire, il s'inscrit dans ce constat et dans cette démarche. Les Gilets jaunes constituants, il y a plein de groupes qui sont dans cette démarche. D'accord ? Donc ils font le même constat et qui se disent, même si ça parle peu à la population générale, la Constitution, c'est le seul thème qui puisse rassembler largement. Et j'en veux pour preuve. Prenez le référendum qui vient d'avoir au Chili pour changer la Constitution. C'est juste pour dire, on va la changer. Et c'est oui ou non, voulez-vous changer la Constitution? C'est à peu près ça la question. 78%. C'est-à-dire qu'un peuple qui était très divisé, où il y avait eu un mouvement en même temps qu'ici les Gilets jaunes, et d'ailleurs inspiré en partie des Gilets jaunes, avec une répression sévère, avec des morts et tout ça, hein, ils ont tiré à balles réelles là-bas, au Chili. Eh bien, ils ont réussi à réunifier, à rassembler le peuple. Bon, pour l'instant, sur un oui-non très, très simple, de dire est-ce qu'on fait une nouvelle constitution ou pas, 78%. Donc un peuple qui était éclaté, eh bien c'est un moyen, et celui qui a fait ça, c'est la personne qui est au pouvoir, donc il joue bien hein, pour le coup. Hein. Eh bien, il a réussi à rassembler largement les gens. Donc après, on verra ce que ça va donner. Mais le thème, en tout cas, il est rassembleur. C'est incontestable. Mais on a ce thème. Mais est-ce que ça suffit pour rassembler? Quel contenu? Parce qu'on peut dire, ah oui, il faut mettre en place une constitution, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Pourquoi faire? Si c'est pour remettre la même chose, ce que je crains qu'il risque de se passer au Chili, hein, si c'est parce qu'il a bien joué, il a pris de court en définitive le mouvement. On verra. L'histoire n'est pas écrite. Mais il faut donner un minimum de contenu, parce que la Constitution, on voit bien que ça ne parle pas beaucoup à la population générale. Si vous ne donnez pas un petit peu de contenu en disant mais on va aller vers ça et ça va permettre ci, ça, ça, ça va être difficile. Si, on va rassembler les gens qui sont déjà convaincus par ça. Mais ça va être difficile d'aller au-delà. Et puis, comment y arriver? Comment arriver à ce que, de cette idée de changer, de faire évoluer la Constitution, comment arriver à ce que ça arrive? Est-ce qu'on peut faire, comme mon ami André Belon, une association pour une constituante? Mais dans la réalité, c'est très bien, c'est un travail idéologique, hein, et comme je l'ai dit, il faut le faire, c'est important de le faire. Mais pour quel contenu? Et comment arriver à le faire? Comment arriver? Lui, il préconise une assemblée constituante. Comment faire pour qu'une assemblée constituante arrive? Que ça ne soit pas juste des mots. Et puis, quelle tête? Qui dirige ce mouvement? Qui fait que ça va justement rendre ça possible? Qu'est-ce qui donne la direction suivie pour que tout le monde aille dans cette direction? Qui est le chef, en clair? On voit bien que le sujet constitutionnel, c'est clairement le thème sur lequel on peut rassembler, mais
en lui seul, à lui seul, il ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut une colonne vertébrale. D'ailleurs, pour l'illustrer, que ça ne suffit pas. Il y a déjà, même sur la Constitution, il y a des sujets qui peuvent prêter à division. Est-ce qu'il faut la faire en aval ou est-ce qu'il faut la faire en amont? En aval ou en amont d'avoir pris un certain pouvoir, hein, justement pour la rendre possible, pour qu'elle arrive, que ça arrive, cette nouvelle Constitution. Est-ce qu'il faut la préparer à l'avance, comme le propose une perspective de la 6ème République, ou se dire, bon, on va essayer de faire une assemblée constituante, alors on ne sait pas comment, ou alors peut-être des gens tirés au sort, avec une constitution de transition, voilà. C'est déjà un sujet de division. Ouais. Même sur ce sujet rassembleur, il y a déjà plein de divisions. On n'est pas arrivé, hein. Et puis, comment réunir sans une proposition avec un contenu idéologique? Comment vous allez convaincre des gens, expliquer à des gens c'est quoi l'intérêt de faire une constitution si vous ne donnez pas un peu de chair, un peu de contenu, un peu de choses concrètes à l'intérieur? Pour moi, ça m'apparaît complètement impossible. Complètement impossible. Ça va ne convaincre que les gens qui sont déjà convaincus. Et c'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui. Sur les mouvements qui travaillent autour d'une constitution. Bon, ils font leur expérience, ils sont encore dans la partie haute de la courbe, là. Ils sont en haut du pic. Mais les expériences passées un peu de gens qui ont travaillé là-dessus, ils se rendent compte que quand ils sont confrontés à la population générale, ça ne convainc pas. Alors, qu'est-ce qui est possible, du coup? Il faut proposer une voie. Si vous ne proposez pas une voie, une orientation, une direction, sur cette proposition constitutionnelle, il ne se passera rien. Mais il faut que cette voie, elle soit crédible, donc que ça puisse exister, quoi. C'est-à-dire que ça ne soit pas justement des idées en l'air ou complètement idéaliste. Hein. Il faut que ça soit compréhensible, donc que la population générale comprenne ce qu'on met dedans et pourquoi est-ce que le terrain constitutionnel est celui qu'il faut mettre en place. Il faut que ça soit réaliste, donc que ça ait les pieds sur terre et que ça ne se raconte pas des histoires, que ça ne soit pas complètement abstrait. Hein. On va voir une illustration de ça. Et il faut que ça soit aussi, non seulement réaliste, mais réalisable. Parce que c'est réaliste que vous pouvez le faire. C'est-à-dire que dans la réalité, dans ce qui se passe dans la vie politique du pays, il faut que ça puisse se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de le réaliser. Eh bien, la 6ème République, c'est justement quelque chose qui est crédible. Pourquoi c'est crédible? Parce que des républiques, il y en a déjà eu 5. Donc, en avoir une supplémentaire, c'est tout à fait crédible, puisque ça a déjà arrivé 5 fois. Donc, c'est jamais qu'une de plus. Donc, crédible. Compréhensible, c'est aussi compréhensible. Parce que les gens, ils comprennent, 6ème République, bon, on va changer les institutions, on était à la 5ème, voilà, la 4ème, on voyait que c'était le bordel. Voilà. Ils comprennent, 6ème République. Si vous leur dites première démocratie, par exemple, ça recouvre quoi? Le pouvoir au peuple. Point. Ça recouvre quoi? On ne sait pas. 6ème République, on peut se projeter dans ce qui existait, c'est-à-dire, on va transformer les choses, on va les faire évoluer pour tous les problèmes qu'il y a, ne plus les avoir dans la future République. Donc c'est compréhensible. Du coup, ça devient réaliste. Ça veut dire, concrètement, oui, on doit pouvoir arriver à faire ça. Reste la question du réalisable. Eh bien, pour que ça soit réalisable, il faut que ça soit la façon visible, crédible pour le faire, il faut que ça soit porté par un candidat à l'élection présidentielle. C'est la seule possibilité. Et, bon, je connaissais la position d'un PCCR, il faut que ça soit son seul mandat, puisque sinon, on retombe dans le syndrome Mélenchon, et il mélange programme politique et constitution, et ça, il y a un hiatus, puisque vous ne pouvez pas être à la fois dans les règles du jeu et dans le jeu. Hein.
Et moi, je me mets sur les règles du jeu pour rassembler, et en même temps, je suis joueur, quoi. Que la personne soit particulièrement honnête pour que ça se passe bien. Et ça se passe pas bien, parce qu'on voit que ce qu'ils proposent, en fait, ils mélangent le jeu et la règle du jeu. Ils n'ont pas compris que c'était deux domaines différents, qu'on ne pouvait pas mélanger. Donc réaliste, mais pour que ça soit réaliste, il faut aussi qu'il y ait une direction. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui dirige, s'il n'y a pas une tête qui pense et qui donne le là et qui dit « faut aller dans cette direction, faut faire comme ci, faut faire comme ça ben », ça n'arrivera pas, c'est tout. Aucun projet ne se fait sans direction. Donc, voilà. Proposer une voie, ça veut dire ça. Alors, après, on peut ne pas le voir ou pas, mais voilà. Le tronc commun possible, c'est ça. C'est la symbolique de cet arbre, justement. Où est-ce que un arbre, ça a des racines qui sont dans la terre. Et notre terre, c'est le peuple, avant tout. Avant toute chose, c'est le peuple français, notre terre. C'est là-dedans que s'enracine le projet politique. Sans le peuple, rien n'est possible. Mais c'est pas que le peuple. Dans le peuple, il y a aussi des philosophes. Et il faut s'appuyer justement sur les penseurs, sur les meilleurs penseurs, qui ont écrit, qui ont réfléchi sur ces questions. Bah, je parlais d'Étienne Choix, mais je parle souvent de Simone Veil ou de Michel Clouscar, mais il y en a d'autres. Voilà, qui ont pensé, ou Jean-Jacques Rousseau, en son temps, ou Diderot, qui ont pensé et qui ont élaboré un certain nombre de choses et sur lesquelles il faut s'appuyer, parce qu'ils ont réfléchi à ces questions. Et puis, très important, il y a l'expérience du passé. Par exemple, on voit bien que la 4ème République, avec ses institutions très instables, où c'était le pouvoir des partis, avec des gouvernements qui tombaient toutes les 2 minutes, ah ben, il ne faut pas reproduire ça. A contrario, un pouvoir extrêmement centralisé dans les mains d'une seule personne, comme c'est un peu le cas aujourd'hui avec la 5ème République, ben, on est tombé dans le travers inverse. L'expérience du passé doit nous servir pour construire cette nouvelle constitution. Ça, ce sont les racines. Et donc, il faut avoir ça en tête. Si on veut construire un tronc commun, il faut avoir ces 3 choses. Le peuple, l'expérience du passé et les réflexions, les idées, l'idéologie que des gens plus intelligents que nous ont travaillé, ont consacré leur vie à travailler dessus, les philosophes. À partir de là, on peut constituer un tronc commun. Voilà. Quelque chose sur lequel on peut converger. Et donc, ce tronc commun se cristallise dans une nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution, c'est ce qui permet de changer le système. Changer le système, on change les règles du jeu. Donc on change vraiment le fonctionnement des institutions. Changer quelques ajustements politiques, mais quelqu'un y revient derrière, il va changer les lois en son avantage. Là, vous changez les constitutions, vous changez les règles du jeu, vous changez quelque chose de durable, vous changez dans la durée, dans la stabilité, vous travaillez vraiment sur le long terme. On n'est plus du tout dans la même cour, je dirais, quoi. Et pour porter ça, évidemment, il faut un candidat, parce que, de façon réaliste, il n'y a que comme ça que vous pourrez, de façon visible, de dire, va y avoir quelque chose qui va mettre en place une nouvelle constitution. Et puis, au-delà de ça, plus loin que ça, c'est ce que j'appelle les nouvelles lumières. C'est-à-dire que ce qui va faire pousser cet arbre, ce qui va lui donner toute sa puissance au-delà de ses racines, c'est justement cette nouvelle lumière. C'est tout un courant philosophique, artistique, spirituel, sentimental, politique, dans tous ces domaines, qui vont mais pas irriguer, mais irriguer de leur lumière, de cette énergie, justement, et qui va permettre justement tout un foisonnement intellectuel et de réalisation aussi, pas qu'intellectuel, avec des mises en œuvre également, peut-être dans des communes, dans des départements, etc., ou dans d'autres domaines, et qui va irriguer et qui va faire développer quelque part la Constitution. C'est que un des aspects de ces nouvelles lumières. Voilà.
Je consacrerai peut-être une émission spécifique sur justement les nouvelles lumières pour le comprendre, mais comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir un deuxième volet justement consacré à la partie intellectuelle, parce qu'elle est fondamentale. On ne peut pas construire dans le vide et sans se projeter dans l'avenir, et pas simplement dans la dimension politique. Voilà donc le tronc commun possible. Mais ce tronc commun possible, il faut donc définir une vision. Et donc ça veut dire qu'on va décliner cela dans la rédaction d'une constitution. Donc là, je vous l'annonce, on va dans le courant de 2021 proposer une constitution qui sera rédigée et donc qui sera proposée pour l'élection de 2022, qui sera un des supports concrets de ce que donner cher, justement, à une proposition. Mais cette vision, et c'est tout l'intérêt de ces nouvelles lumières, c'est pas simplement d'adresser la dimension politique, qui est la dimension de la Constitution, mais aussi les autres dimensions, parce qu'on est dans une crise civilisationnelle, je le rappelle. Donc il n'y a pas que la dimension politique ne résoudra pas tous les problèmes. Loin de là. Des notions idéologiques, spirituelles et sentimentales sont très importantes. On ne construit pas une civilisation, on ne fait pas un rebond civilisationnel sans ça. Impossible. Donc ça suppose, donc la vision, bon, on voit bien qu'il y a quand même des pierres là déjà, hein, qui sont posées, hein, clairement, hein, on ne part pas de zéro là. Mais il y en a d'autres à mettre, il y a un chemin à paver. Mais on a déjà une base. Mais il faut aussi une direction unifiée, parce que ce tronc commun, ça suppose aussi une tête. Donc on est actuellement, ça veut dire quoi? C'est quoi gagner l'élection présidentielle pour pouvoir mettre en place cette nouvelle constitution? C'est une campagne. On appelle ça une campagne électorale d'ailleurs, c'est pas pour rien. Mais c'est comme une campagne militaire. Ça nécessite un chef. Si vous n'avez pas de chef, si vous n'avez pas de généraux qui dirigent les troupes, si vous n'avez pas toute une organisation avec un chef qui donne les orientations et qui dit bah là on va faire comme ci, on va faire comme ça, il y a très peu de choses, vous n'avez aucune chance de réussite, aucune. Parce que l'autre en face il a des chefs et il saura agir, etc. en temps utile et à la vitesse d'une campagne justement. La vitesse d'une campagne, c'est pas la vitesse du fonctionnement démocratique normal. Hein, vous savez, hein, on dit bien souvent la campagne s'accélère, où il y a des batailles dans une campagne. Eh bien, voilà, on n'est pas dans le même rythme que le rythme démocratique, du fonctionnement démocratique normal. C'est bien autre chose. Donc, à dispositifs différents, organisation différente. C'est pour ça que ça nécessite un chef, très précisément. Et pas, ce qui ne veut pas dire que dans la 6ème République, il y a un chef. C'est un régime parlementaire à majorité, à dégagement de majorité garanti, ce qui est différent. Mais pour une campagne, c'est incontournable. Plus, en complément, un plan d'urgence. Bon, ça, je vous en renvoie aux émissions précédentes qui traitent déjà de ce sujet. Je ne vais pas m'étendre. Une dizaine de mesures compréhensibles, consensuelles sur lesquelles, voilà. Mais bon, ça c'est un plus pour répondre aux situations d'urgence de certains de nos concitoyens. Ben, un pesticère, c'est ça. Un pesticère, c'est cet arbre. Un pesticère, c'est ce qui rend possible cet arbre. Sa vocation, c'est d'être un catalyseur, c'est d'être le tronc. Voilà ce que c'est un pesticère. Et donc, il faut une incarnation de cette proposition. Eh bien, la seule incarnation possible de cette proposition, je vous le dis tout simplement, et sans forfanterie aucune, ça ne peut être que moi qui l'apporte. Ça peut être que moi, Luc Laforêt, qui l'apporte, puisque j'ai apporté déjà toute cette vision, toute cette perspective, ça ne peut être que moi. Bon, voilà, moi ça ne fait ni plaisir, ni déplaisir, il faut le faire. Et puis c'est tout, c'est un travail. Donc, à partir de là, évidemment, ça ne peut pas être fait seul, mais c'est pour ça que je m'entoure de chargés de mission qui, justement, sur différentes dimensions, sur différents thèmes, la rédaction de la Constitution, par exemple, eh bien, ils seront missionnés pour mettre ça en œuvre dans des groupes de travail, évidemment. Et puis, voilà, pour vous donner, je dirais, une
une vue sur pourquoi je propose ça et pourquoi je me mets à la tête de cette initiative, j'ai détaillé ça dans une vidéo dédiée qui s'appelle Ma boussole. Donc vous avez la vidéo sur le site, hein. Donc là j'ai mis l'adresse internet, mais c'est l'icône, vous voyez le dessin, vous cliquez dessus. Il y a une petd'une vidéo d'une dizaine de minutes, je crois, un peu moins de 10 minutes, qui explique pourquoi je suis légitime. Ça ne peut être que moi qui porte la responsabilité et de cette mission. Donc un P6R, une perspective, la 6ème République se construit autour d'un chef, votre serviteur. Parce que je suis celui qui porte la vision, parce que il faut définir la trajectoire pour parvenir à mettre en œuvre cette vision. Et donc il faut bien définir la trajectoire, dire on va passer par telle étape, puis par telle étape et par tel chemin. Parce que commander, c'est servir. Je me mets au service de cette mission. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est ma mission. C'est le service auquel je me dédie. Je vais finir cet exposé par une citation de Gaston Courtois. Méditez-la bien, elle entre vraiment en écho avec tout ce qu'on vient de dire et avec tous ces chemins divers et toutes ces initiatives diverses qui sont vouées à l'échec. Sans un chef qui ordonne et coordonne, sans un chef qui pense et transmet à ses subordonnés sa pensée comme la tête transmet aux membres son influx nerveux. Un groupe humain s'épuise en efforts juxtaposés qui, se neutralisant, finissent toujours par aboutir alors à un échec d'autant plus décevant que la bonne volonté de chacun était plus totale. Échec dont Babel ou la cour du roi Péto sont les populaires images. En d'autres termes, soit vous voulez l'échec, et il faut continuer comme ça, soit vous voulez réussir, et il faut aller vers le tronc commun. Et le tronc commun, je ne vois pas d'autre que celui-là, qui a toutes les caractéristiques nécessaires pour gagner. En résumé, le delta du Nil, les chemins divers et variés, tous les chemins mènent à Rome, bien sûr, mais c'est parce que Rome est Rome que tous veulent y aller. Parce qu'il y a une tête, justement, et que Rome représente un idéal, un endroit à atteindre. Un P6R, c'est ça. La construction d'un tronc commun politique, mais aussi qui permet un épanouissement et la création de nouvelles lumières, qui permet le rebond civilisationnel qui nous évitera de sombrer vers la barbarie qui foisonne et qui bourgeonne partout autour de nous. Donc c'est vraiment très important. Si les égos et toute autre considération empêchent ce tronc commun d'arriver, eh bien, les nouvelles lumières ne se mettront pas en place. Toutes ces feuilles et ces fruits et ces branches ne pousseront pas. Et la barbarie s'installera. Voilà ce que vous avez à bien vous mettre dans la tête. C'est l'échec. Et l'échec signifie l'installation de la barbarie. Croyez-moi, la barbarie, c'est pas drôle. On commence à le mesurer. Hein, vous commencez à le mesurer. Vous êtes encore enfermé pendant un mois, là. C'est ça, la barbarie. Une des barbaries. Il y en a tellement. Alors, il est temps de mettre ces vieilles pensées, ces vieilles habitudes, son vieux confort de pensée, comme je l'ai fait moi-même. Parce que commander, c'est servir. Et je me suis mis au service de cette cause. Je ne savais pas du tout que ça m'amènerait là. Je veux dire, il y a un an et il y a un an et demi,
J'étais très loin d'imaginer que je serais là. Si j'étais pas remis en cause, si j'étais pas sorti de ma zone de confort, jamais je serais là. Je serais pas en train de faire ça aujourd'hui. Eh bien, il vous faut faire le même travail sur vous-même. Si vous aimez vos enfants, sinon, eux, ils vont la vivre, la barbarie. Regardez Mad Max. C'est ça, la barbarie. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. C'est ça, la barbarie. Vous voulez ça? Alors, il est temps de faire tronc commun. Il n'y a pas 36 façons pour faire tronc commun. Pour faire tronc commun, il faut une vision. Sinon, rien n'est possible. Ça n'avance pas. Il faut savoir où on veut aller, au moins globalement. Moi, je ne connais pas tous les détails de tout ça. Je ne connais pas toutes ces fleurs, toutes ces feuilles, toutes ces branches. Je ne les connais pas. Mais je sais que c'est vers ça qu'il faut aller. Et je sais que d'autres, si demain je pousse vers ça, eh bien, d'autres prendront le relais. Et d'autres nous amèneront vers ces nouvelles lumières. Parce qu'il y a une vision qui dépasse le simple homme que je suis. La mission est plus importante que moi. Je suis rien. Je suis juste un intermédiaire, une partie de cet arbre. Et sans chef, pas de trajectoire. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce qu'il faut, c'est arriver à l'éclaircissement, à cette zone, à sortir de cette zone-là, hein, ceux qui sont là, ils croient encore qu'ils vont y arriver, eh bien, il faut arriver à la zone d'éclaircissement, et un P6R, c'est ça, c'est essayer de sortir de cette zone-là. Et si ça ne marche pas, eh bien, il y a le trou là, hein, puis c'est tout, hein, c'est comme je dis. Hein. Mais on peut faire quelque chose d'extraordinaire, c'est un vrai espoir. C'est un vrai espoir. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose qui va rayonner dans le monde, mais quelque chose d'extraordinaire réellement. Il n'y a pas d'autre choix réaliste et à la hauteur pouvant conduire à la victoire. Plus on tarde, plus on rend difficile cette initiative, jusqu'à la rendre impossible. Donc moi, je vous engage à sortir de votre zone de confort, à vous bouger le cul. Alors, la semaine prochaine, un autre thème, toujours dans la même filiation bien sûr, le pouvoir du peuple. On parle beaucoup du pouvoir du peuple, etc. Donc ça sera consacré justement, qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir du peuple? Qu'est-ce que ça veut dire changer ce système? Comment on peut le faire? Et donc, ça sera une émission également. Hein, toutes les émissions sont importantes, je crois. Quelle qu'en soit la forme peut être critiquée. Je le conçois tout à fait. On fait avec les moyens que nous avons. Je pense que nous proposons quand même une offre d'une qualité certaine par rapport aux moyens d'un P6R. Il ne tient qu'à vous, est-ce que ça aille mieux? Est-ce que ça soit plus mieux demain? Moi j'ai confiance. Je pense que la raison finit par l'emporter. Donc la semaine prochaine, le pouvoir du peuple, changer le système. Nous verrons ce que ça veut dire et comment ça peut se déployer. Reprenons espoir. Je vous dis, hein, inscrivez-vous sur le site 1p6r.org, rejoignez l'initiative, commandez le manifeste émergence, lisez-le sur le site comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et puis vendredi prochain, nous avons les chroniques des barbaries. Eh bien, je vous invite à la regarder, vous allez voir, ça va être une émission assez intéressante aussi, je pense, et assez perturbatrice pour, je pense, pas mal de gens. Bonne fin de journée, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.